À l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, RFM Midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, 9 mois sans salaire pour les membres du cabinet du ministère de l'Environnement. Cette situation révélée au grand jour par le ministre sortant Abdourahmane Diouf fait grand bruit. Sans nommément désigner le coupable Abdourahmane Diouf semble indexer l'ancien Premier ministre. Le discours du président Bassirou Diomaye Faye hier lors de la célébration du centenaire d'Abdoulaye Wade, un message codé destiné à la fois à la classe politique et aux jeunes. L'érosion côtière et ses conséquences, dégradation de l'écosystème menant sur les activités économiques des populations riveraines. En cette journée mondiale de l'environnement, des experts appellent à des mesures urgentes. À suivre l'actualité internationale, le sport et la revue de la presse. Point de vue, débat sur le football sénégalais, fin de la saison, bilan et perspective, nos deux intervenants en fin de journal. Aliou Baye, la technique. D'abord, la sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack qui a dit avoir démantelé un réseau présumé spécialisé dans le vol de moto Jakarta et le recel. 7 individus plutôt ont été interpellés, dont 3 présumés auteurs de vol aggravé et 4 receleurs. Opération menée à la suite de nombreuses plaintes de conducteurs de moto Jakarta a permis donc la saisie de 7 motocyclettes volées, dont 3 retrouvés à Kaolack et 4 autres récupérés dans la région de Kaffrine. Information de Fatoumbo. Midi 3 minutes. Retour sur la polémique qui secoue le ministère de l'Environnement. 9 mois sans salaire pour plusieurs collaborateurs du docteur Abdourahmane Diouf. Une situation qui fait grand bruit. Au moment donc de passer le témoin à l'ex-ministre de l'Environnement s'en est offusqué, sans désigner nommément le coupable. Règlement de compte entre le docteur Abdourahmane Diouf, actuel ministre du Pétrole et de l'Énergie, et l'ex-premier ministre Ousmane Sonko. Nous voyons tout cela avec Mohamed Ali Mouba. Amadou Wogne est ex-conseiller technique au ministère de l'Environnement. Il a travaillé aux côtés du docteur Abdourahmane Diouf durant 9 mois sans salaire. Navette entre ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, primature, ministère de l'Environnement, ministère de l'Environnement, ministère de la Fonction publique, ministère de la Fonction publique, ministère de l'Environnement encore, ministère de l'Environnement, direction de la solde, entre autres. Donc c'est ce qui s'est passé, comme l'a bien décrit le ministre El Hadj Abdourahmane Diouf. S'il se garde d'accuser directement l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, avec lequel l'ex-ministre de l'Environnement entretenait des relations notoirement tendues, eh bien, il dit néanmoins ne pas comprendre les raisons d'un tel blocage administratif. Donc, on sait qu'il y a des lourdeurs, parce que s'il n'y avait pas de lourdeurs, on allait vivre ça au ministère de l'Enseignement supérieur. Mais ce n'était pas aussi là au ministère de l'Enseignement supérieur. Et aussi, avec la demande des autres membres de cabinet des autres ministères, ils ont dit qu'eux, ils ont reçu les arrêtés, les contrats et ils ont reçu leur salaire à temps. Donc, nous sommes en réalité le seul ministère discriminé. Alors, que s'est-il véritablement passé dans cette affaire? Simple dysfonctionnement bureaucratique, lenteurs administratives ou conséquences indirectes des rivalités politiques au sommet de l'État? Pour Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite, plusieurs éléments permettent d'éclairer ce dossier. Ça peut être une lenteur administrative normale, parce que souvent, l'administration, par définition, ne fait pas preuve de diligence. Ça peut être le fait aussi d'une personne qui, dans ce circuit, bloque délibérément. Une chose est sûre, au-delà des explications techniques avancées, cette affaire met en lumière les failles de l'administration et pose une question de fond. Comment des collaborateurs de l'État peuvent-ils rester des mois sans salaire sans qu'aucune solution ne soit trouvée? Un débat qui dépasse le seul cas du ministère de l'Environnement selon des témoignages. Mohamed Ali Mouba, Tambacounda, les acteurs du tourisme qui saluent la nomination d'un fils du terroir à la tête de leur secteur. Ils nourrissent beaucoup d'espoir sur Alpha Thiam par rapport à leurs attentes qui tournent autour de la promotion du tourisme qui aujourd'hui vit une crise. Plusieurs sites touristiques de Tamba sont aujourd'hui fermés faute de visiteurs. Mamadou Kamara, leur porte-parole avec Papou Seynou Diallo. Le tourisme de la région de Tambacounda traverse une crise. Cette crise est due à un manque de promotion. Il n'y a aucune promotion au niveau du tourisme de la région de Tambacounda. Aujourd'hui, quand vous regardez le village artisanal, on ne peut plus le reconnaître. Il n'y a pas de produits, il n'y a rien du tout parce qu'il n'y a plus de touristes qui viennent. Donc tous les artisans sont découragés. Donc le parc national de Niokoloba, c'est la seule grande attraction de la région aujourd'hui. Tout le reste est en ruine.
manque de promotion, manque de clients. Donc les hôtels, les campements, ils sont tous fermés à moitié. Les gens sont en chômage. Donc aujourd'hui, quand nous avons appris la nomination de M. Alpha Thiam comme ministre du Tourisme, nous pensons que nous allons pousser un ouf de soulagement parce que c'est un fils de Tambacounda, un fils de la région. Je pense qu'il va booster le tourisme et je pense qu'il va s'approcher des acteurs et il va comprendre les problèmes du tourisme. C'est une grande fierté que nous avons appris cette nomination. Donc je pense que nous avons de l'espoir. À partir de ce moment, nous avons l'espoir que Diomaye a fait un bon choix pour le tourisme du Sénégal et surtout particulièrement pour le tourisme de la région de Tambacounda. Mamadou Camara, le porte-parole des acteurs touristiques de la région de Tambacounda. Je vous l'annonçais en titre, le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, hier lors de la célébration du centenaire d'Abdoulaye Wade. Un message codé destiné à la fois à la classe politique et aux jeunes. Pour certains communicants, c'est un président plus à l'aise qu'on a vu hier. Fama Dione. D'abord, sur la forme. Un constat, le président de la République maîtrise maintenant la parole publique. C'est l'avis de Momar Thiam, conseiller en communication. Le président, quand même, aujourd'hui, maîtrise le langage politique et surtout maîtrise les critères d'un bon discours qui n'est pas écrit. Donc, l'adresse en public. Si on regarde très bien, il n'avait pas un texte peut-être à lire d'habitude. Dans ce genre de cérémonial, texte qu'on lit parce que c'est bien écrit, on ne va pas se tromper, etc. Mais le parler en public, c'est aujourd'hui l'apanage du président de la République et je peux dire qu'il a bien appris et il commence à bien le maîtriser. La gestuelle, la posture, les expressions faciales, tout y était. Amadou Mokhtar Sy, docteur en sciences du langage, enseignant au département linguistique de l'UCAD. Le discours du président Bassirou Diomaye Faye est empreint de solennité. Sa posture du président de la République du Sénégal a été marquée et bien remarquée. Une gestuelle bien calibrée. Saluant la posture d'homme d'État, la résilience et la vision panafricaine de l'ancien chef de l'État, le président Diomaye Faye a mis en avant la patience, le respect et le courage dont a fait preuve Maître Abdoulaye Wade. Et sur le fond maintenant, le discours du chef de l'État est rempli de messages forts, des messages destinés à la classe politique, surtout à son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Quand le président parle de mettre le pays au-dessus des contingences partisanes et personnelles, c'est déjà un message. Quand le président parle d'une jeunesse qu'il faut servir et non s'en servir, c'est un message assez fort. Quand le président parle des adversaires politiques qui ne sont pas forcément des ennemis, c'est un message assez fort. Quand le président parle de solidifier les acquis démocratiques et notamment respecter la sacralité des institutions, c'est déjà un message politique. Quand le président parle de ne pas trop s'empresser pour acquérir le pouvoir et une fois qu'on l'a acquis, d'utiliser ce pouvoir au service des concitoyens, c'est déjà un message politique. Et ce que j'appelle globalement les contours souterrains du discours présidentiel. Et ces contours souterrains en disent long sur l'état de la politique aujourd'hui au Sénégal. Pour nos deux intervenants, on a un chef de l'État plus à l'aise, qui assume pleinement sa fonction. Famayon, merci. Des excuses pour cette répétition. À Kaolack, des responsables de PASTEF qui s'inquiètent de la détérioration des relations entre le président de la République et le leader de leur formation politique, le PASTEF, une situation qu'ils jugent préjudiciable à la stabilité des institutions et à la marche du pays. Face à cette crise qui s'installe au sommet de l'État, ils appellent donc les deux hommes à privilégier le dialogue. Ndari Faye, responsable politique de PASTEF à Kaolack avec Fatumbo. Et tout le monde sait que les principales attentes des populations du Sénégal se concentrent sur la baisse du coût de la vie, la création d'emplois par une jeunesse démographiquement importante, mais également l'amélioration du système éducatif et l'accès équitable aux services sociaux de base, le tout dans un climat de stabilité sociopolitique. Et voilà, donc je pense que le président de la République, maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko se retrouvent un jour. Et ça, c'est l'essentiel, un jour pour sauver vraiment ce
ce Sénégal. En tant que responsable chargé de la massification du mouvement des Domdara, mon message, c'est d'essayer de tout faire pour que ces deux hommes se retrouvent autour de l'essentiel pour la valeur, bien sûr, pour la valeur du mérite. Et en tout cas, nous, en tant que responsables du parti, on est resté au conseil du parti. Je pense que l'avenir reste le meilleur juge. Et nous lançons un appel à tous les patriotes de rester mobiles pour le parti et de continuer effectivement le travail sur le terrain. À Mbour, le mouvement Debout, qui regroupe des enseignants et professeurs, regrette également les divergences entre le chef de l'État et son ancien Premier ministre. Cette situation qui, selon eux, est une trahison envers les 54% de la population qui ont voté pour eux. Le mouvement Debout recommande d'ailleurs une conscientisation de la jeunesse. Mamba Lambake, le président, avec Ndeye Mati Dieng. Dans un contexte politique et social chargé, avec de multiples remous nationaux, le mouvement s'est engagé à fustiger, dénoncer, combattre l'injustice, promouvoir un bon comportement, œuvrer pour l'équité, la paix. Bref, ces qualités qui fondent le salut de toute nation hautement civilisée, développée. Nous, membres du mouvement Debout, estimons, pensons, jugeons que nous devons être utiles à notre communauté. Des domaines tels que l'éducation, la santé et la pêche nous intéressent beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous mettons la citoyenneté au devant de notre pratique. S'il y a un début de solution, nous pensons que cela devrait commencer par l'exploitation de ces trois forces: soleil, terre, jeunesse. Pour ce qui est de l'actualité politique, nous serons brefs. Ce qui se passe ou semble se passer entre le président Diomaye et son ex-premier ministre et leader de parti est d'une majestueuse incongruence. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, des équations que vous et moi ne maîtrisons pas parfaitement, que de supputations, de digressions et même de diffamations sur les relations Sonko-Diomaye. Le peuple a placé un grand espoir en eux et ne saurait attendre que le meilleur pour les Sénégalais, afin de bâtir une nation et de la faire prospérer. Que la violence cesse, que les insanités cessent, que les haines cessent, que les tensions entre membres d'une même famille, amis proches ou collègues cessent. Les différentes recommandations donc du mouvement Debout, mouvement qui regroupe des enseignants et professeurs. Midi, 14 minutes, la suite du journal avec ses brassards rouges à Kaffrine. Les habitants de Keur Ibrahim Mbaye, village situé dans la commune de Diamal, ont organisé une marche pacifique. Ils réclament surtout de l'électricité et un meilleur cadre de vie. Mor Diop, le président de l'association des élèves et étudiants de Keur Ibrahim Mbaye, il est le porte-parole des populations, des propos recueillis par Ndeye Awabey. Un village qui souffre un problème d'électricité. La commune de Diamal compte 29 villages. Parmi les 29 villages, Ibrahim Mbaye est la deuxième village le plus peuplé. Environ 1500 personnes vivant. Nous lançons un message, un appel à monsieur le président de la République, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le président de l'Assemblée nationale, monsieur Ousmane Sonko, et toutes les autorités étatiques de la région de Kaffrine et du département de Birkelane, de nous venir en aide dans notre situation. Nous déplaçons des kilomètres et des kilomètres pour charger des téléphones et aussi des vols de bétail. RFM 94.0, la radio en puissance. La journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui, occasion pour s'intéresser à l'érosion côtière. Ce phénomène a des conséquences comme la dégradation des écosystèmes. Il menace également les activités économiques des populations riveraines. Et c'est pourquoi des experts appellent à des mesures urgentes. Oumou Kalsoumli. Au Sénégal, dans de nombreuses zones côtières, les populations font face à une réalité préoccupante, marquée par l'érosion côtière entre l'avancée de la mer et la fragilisation des activités économiques des communautés vivant sur le littoral. Les conséquences sont de plus en plus visibles. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène, explique Mamadou Lamine Ndiaye, coordonnateur de l'Observatoire du littoral de l'Afrique de l'Ouest. La montée du niveau de la mer et l'intensification de l'agitation marine qui est due au changement climatique. Il y a ensuite les causes humaines, notamment l'urbanisation rapide du littoral que nous constatons au quotidien, des écosystèmes protecteurs comme les mangroves. Et parmi les conséquences, on note le recul du trait de côte. Il y a aussi des pertes de terres agricoles et de biodiversité. Selon les
spécialistes, ces phénomènes devraient s'intensifier au cours des prochaines années. Aujourd'hui, de nombreuses zones du Sénégal sont gravement menacées par l'érosion côtière. Alerte le professeur Pape Goumbalo, géologue, environnementaliste et expert en protection côtière. C'est des pertes pour la pêche, des pertes au niveau du tourisme, au niveau de l'agriculture. Donc c'est des pertes multisectorielles. Les solutions les plus courantes, c'est on déménage. Et nous savons qu'en aménageant correctement la côte, en créant des emplois, mettant en place des infrastructures, nous pensons qu'il faut valoriser le littoral en valorisant un aménage. Face à cette situation, le coordonnateur du programme du Centre de suivi écologique propose plusieurs solutions, notamment la mise en place de l'Observatoire national du littoral afin d'améliorer la prise en charge de cette problématique, souligne Mamadou Lamine Ndiaye. Le fait de renforcer aussi par des moyens de protection en dur, c'est-à-dire des ouvrages adaptés, mais surtout restaurer les écosystèmes naturels comme la mangrove et les dunes, qui sont des solutions fondées sur la nature. Et enfin, pour moi, il faudra intégrer ce qu'on appelle l'adaptation climatique dans les politiques d'aménagement du territoire, qui est indispensable pour réduire durablement ce phénomène. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, les spécialistes appellent à une mobilisation accrue pour préserver le littoral sénégalais. Face à l'avancée de la mer et aux effets du changement climatique, ils estiment qu'une action concentrée entre les pouvoirs publics, les chercheurs et les communautés locales est indispensable pour protéger les zones côtières et assurer un avenir durable aux populations qui en dépendent. Des pays comme le Sénégal, justement, des pays comme le Sénégal, faibles pollueurs qui subissent les impacts des changements climatiques, l'Alliance des écologistes du Sénégal appelle à une mobilisation des financements pour des actions urgentes. Baye Salamar, le secrétaire général, avec Youssouf Boudian. Agir pour le climat est une piqûre de rappel qui atteste que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent. Aujourd'hui, nous sommes sous la barre des 1,1 degré d'augmentation de température. Et si cette trajectoire mondiale continue sans effort global, nous serons sous peu entre 2,4 et 2,6 degrés avant la fin de ce siècle. Et dans l'impossibilité de soutenir les coûts des événements extrêmes et préserver les communautés fortement vulnérables. La Terre nous envoie ainsi des signaux et à travers des températures records. Donc nous pensons que limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés est aujourd'hui indispensable pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Malheureusement, ce seuil est sur le point d'être dépassé et chaque fraction de degré compte parce que le changement climatique n'est plus une menace lointaine, il est en train de fortement remodeler la vie sur toute la planète. C'est pourquoi nous, au niveau de l'Alliance des écologistes du Sénégal, nous lançons un appel à l'action collective pour le climat et appelons surtout à l'intensification des financements publics et privés pour renforcer l'adaptation, tout en veillant à ne pas accroître la proportion d'instruments de dette utilisés par les pays vulnérables. Foundiougne, des acteurs de la santé, du tourisme et de l'environnement qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour une détection précoce des épidémies. Ils appellent à une utilisation responsable de l'IA. Le choix de Foundiougne pour accueillir cette formation n'est pas fortuit. Ce département de Fatick est exposé à certaines maladies dites zoonotiques. Aminata Goudiaby. Des dizaines d'acteurs communautaires issus de secteurs différents initiés durant 3 jours à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'IA est devenue importante dans la prévention et la détection rapide des épidémies. Pour cette formation des acteurs communautaires de Foundiougne, ce sont les maladies zoonotiques qui sont ciblées. Sylvain Landry Biram Faye, socio-anthropologue et principal investigateur du projet AI for the Click au Sénégal. AI for the Click est un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour venir appuyer la surveillance épidémiologique avec une approche d'engagement communautaire pour co-construire des solutions d'IA. Ces solutions d'IA doivent permettre de faire la détection précoce et l'alerte précoce des signaux faibles à partir des communautés. Les alertes qui venaient du niveau communautaire mettaient du temps. Or, en matière d'épidémie, lorsqu'on met du temps, ça se transmet un peu partout et ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Le projet AI for the Click, qui s'inspire de l'approche One Health ou une seule santé, est lancé en 2023. Foundiougne fait partie des zones pilotes, mais d'autres localités du Sénégal, dont Podor, en ont déjà bénéficié. Nous avons déjà développé une première version de la plateforme qui a été testée à Podor, Saraya
Gaya et Pékin, qui sont des zones épidémiologiques assez sensibles. Et cette première version a permis de détecter les premiers signaux faibles de la fièvre de la vallée du Rift à Fanaï. La formation de ces acteurs va faciliter l'accès aux données épidémiologiques, selon le médecin-chef du district sanitaire de Foundiougne, Amoulia Kardjon. Cette plateforme va nous aider donc à faire une intégration des services parce que parfois on avait des difficultés pour avoir des données des autres secteurs. Les récipiendaires vont devoir désormais participer activement à la veille sanitaire et AI for the Click vise à renforcer la santé humaine et environnementale par des innovations technologiques conçues au niveau local. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. L'actualité internationale. Avec Anna Rocha, bienvenue Anna. Merci beaucoup Barthélémy Gama. Au Niger, d'abord, 49 personnes sont mortes de soif après la panne de leur camion. Le véhicule transportait une centaine de voyageurs nigériens. Ils revenaient tous du Mali où ils avaient célébré la fête de la Tabaski. Le drame a eu lieu dans la région d'Agadez. Maria Massané pour les détails. D'après les premiers éléments recueillis sur place, le camion avait quitté la localité malienne de Telandek, située à près de 300 km de la frontière nigérienne. Après s'être égaré dans le désert, le véhicule serait tombé en panne, laissant ses occupants sans possibilité de poursuivre leur route ni d'accéder à de l'eau. Selon APA News, les équipes dépêchées sur le terrain ont découvert plusieurs dizaines de corps sans vie sous le camion, immobilisés et dans ses environs. Confrontés à des conditions particulièrement difficiles, elles ont procédé à l'inhumation des 49 victimes dans des fosses communes aménagées sur place. L'agence nigérienne de presse indique toutefois que 2 personnes ont survécu au drame. Les rescapés auraient parcouru plus de 50 km à pied avant d'atteindre une mare, puis la localité d'Assamaka où ils ont pu donner l'alerte. Le point à présent sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La riposte sanitaire semble porter ses fruits. Le dernier bilan établi par les autorités congolaises est encourageant, même si de nombreux obstacles persistent. À Wambaye. 20 jours après la déclaration de l'épidémie de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires font état de 381 cas confirmés et 63 décès, soit un taux de létalité inférieur à 17%. Un niveau relativement faible pour cette maladie. Et cette flambée est causée par la souche du virus Ebola Bundibugyo, une variante rare pour laquelle il n'existe actuellement ni vaccin homologué ni traitement spécifique. Dans une déclaration officielle sur l'épidémie, le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba explique que les efforts dans la riposte ont permis d'améliorer considérablement le dépistage. Dans les zones touchées, les résultats des tests sont désormais obtenus en moins de 24 heures, facilitant ainsi l'identification rapide des cas et leur prise en charge. Le traçage des contacts progresse également. Il est passé de 9% au début de l'épidémie à 55,5% aujourd'hui. Les autorités visent désormais une couverture de 90% afin de mieux interrompre les chaînes de transmission. L'épidémie touche actuellement 25 zones de santé réparties entre l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Malgré un contexte marqué par l'insécurité, les déplacements de population et la malnutrition, les autorités estiment que la situation est mieux maîtrisée qu'au début de la crise, tout en appelant la population à maintenir sa vigilance. En Guinée, Anna Rocha, le mouvement Génération pour la modernité et le développement remporte largement les dernières élections législatives. Un mouvement qui soutient le président Doumbouya. C'est hier jeudi que la direction générale des élections a proclamé les résultats provisoires de ces élections législatives du 31 mai dernier. La majorité présidentielle remporte la quasi-totalité des sièges. Seules les circonscriptions de Bessia et Koundara échappent à son contrôle, mais plusieurs formations politiques auraient déjà annoncé leur intention de saisir la justice. Selon certains médias locaux, elles ont 48 heures pour déposer leur recours auprès de la Cour suprême. Sur les violences xénophobes en Afrique du Sud, le Nigeria a décidé de rapatrier plus de 1000 ressortissants. Une opération de recensement et de sélection est déjà en cours selon RFI qui cite le porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères. Plusieurs manifestations anti-immigrés, on le rappelle, ont eu lieu ces dernières semaines dans des villes sud-africaines avec de nombreuses rumeurs d'agression et d'actes d'intimidation à l'encontre d'immigrés
africains. La situation qui se complique davantage en Afrique du Sud, Anna Rocha, et puis aux États-Unis, le Sénat qui approuve 70 milliards de dollars pour la lutte contre l'immigration. Les démocrates sont opposés à ce projet de loi qui doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants avant promulgation par le président Donald Trump. Le texte budgétaire intervient après des mois de polémique autour des pratiques de la police de l'immigration, ICE, mais aussi de la police aux frontières, Barthélémy. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat tout à l'heure sur le football sénégalais. Fin de la saison, bilan et perspective. Nos deux intervenants tout à l'heure, nous serons avec Maïsen, journaliste sportif, directeur de Desports, et Seydou Sané, le président du Casa Sport, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et président de la commission formation des cadres du développement du foot local. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bienvenue. Merci Barthélémy. Teungueth FC est le nouveau champion du Sénégal. Les Bleus et Jaunes sous le toit du football local, ils ont remporté hier le titre après leur succès sur la pelouse de Guédiawaye. Comment les joueurs de Malick Daf ont réussi à inverser la tendance alors qu'ils avaient 11 points de retard sur leur dauphin Agel de Rufisque? Badoudia, manager général de l'équipe de Teungueth FC, répond à cette question. Parce que c'était pas facile. Parce qu'à un certain moment, comme on le disait, on sait que le championnat au Sénégal maintenant, c'est pas une chose facile. Notre dauphin aujourd'hui nous avait dépassé 11 points d'écart, au moment où tout le monde pensait que le championnat était déjà plié. Mais avec le travail au niveau du club, que ce soit les dirigeants, que ce soit le président et les entraîneurs, le staff et les joueurs, nous avons toujours cru qu'on allait être champion, Inch'Allah. Et maintenant, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, comme on dit. Que nous, on se dit qu'on ne doit plus jouer une année blanche. Malgré que l'année dernière, c'était pas facile par rapport au choix qu'on avait fait avant le démarrage du championnat. Puisque souvent on se dit qu'il ne faut pas prendre les choses comme acquis. En 2024, on était champion. L'année dernière, on était venu avec les mêmes ambitions pour être champion. Mais malheureusement, on pensait que c'était déjà acquis. Et à partir de l'année dernière, on s'est battu pour ne pas descendre, malgré nos ambitions. Et on a appris de nos erreurs de l'année dernière pour cette année préparer l'équipe. Parce que comme je l'ai dit, c'est l'âme de Teungueth actuellement, c'est d'être champion. On ne se permet plus de jouer une année blanche. Au moins, il nous faut un trophée à la fin de saison. C'est mental qui est là à Teungueth, que tout le monde nous croyons, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le président et tout le staff. On se bat corps et âme chaque année pour vaincre quelque chose à la fin de la saison. Et aussi féliciter tout le monde, surtout l'entraîneur, qu'on rend hommage aussi, qui a perdu sa maman il n'y a pas 3 jours. On rend hommage aussi à notre dirigeant, au Pape Ousmane Diaye, qui est décédé le dimanche. Nous parlons de la sortie de l'ancienne ministre des Sports Khady Diène Gaye hier, qui a lancé des pics à certains dirigeants du mouvement sportif sénégalais. Elle a averti donc la nouvelle ministre Djiré Clotilde Coly de faire attention aux lobbies. Des pics lancés également aux membres du comité national olympique sénégalais, ce que déplore Balla Dièye, ancien champion du monde et membre du CNOS, qui estime que l'heure n'est pas à la polémique mais plutôt à la mobilisation pour relever de nouveaux défis. Le voici au micro de Ndiogou Diène. Madame Khady Diène Gaye, ex-ministre, ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment son ressenti. Ça l'engage que elle. C'est ce qu'elle a ressenti, c'est ce qu'elle a parlé hier. Maintenant, dans le domaine du sport, il y a la solidarité. Et je pense que cette solidarité est très très forte au niveau du sport, notamment pour les fédérations, la presse sportive et tout ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est solidaire autour du mouvement associatif qui est le sport. Maintenant, quand elle a cité le CNOS et tout ça, tu sais qu'on est animé par des valeurs de l'Olympique, qui est la solidarité, le partage, l'excellence et tout ça. Et au niveau du comité national olympique, je pense que le président Mamadou Diagne a parlé devant toutes les fédérations. Il n'est même pas candidat pour la prochaine élection. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est de travailler pour que le sport sénégalais marche, que les athlètes puissent performer, que les fédérations puissent être dans les meilleures conditions de performance. Nous avons notre équipe nationale qui prépare la Coupe du Monde. Il faut se pencher vraiment sur ces objectifs et essayer de les rencontrer, c'est pour le Sénégal. Moi qui vous parle, je suis double médaillé mondial, 7 fois champion d'Afrique pour le pays, pour le Sénégal. Je pense qu'il est important d'être solidaire, être bloc autour de la nouvelle ministre des Sports,
et de la jeunesse pour qu'on puisse réussir, en fait, que le sport sénégalais puisse aller de l'avant. Et la lutte à présent, Maladian Junior, Reug Boigna, l'affiche du week-end. Des coups vont pleuvoir à l'arène nationale. Reug, champion incontesté de la lutte simple, va défier Boigna, un lutteur tactique et très bon en boxe. Une affiche proposée par le fils de Gaston Beng Makan qui a pris le relais de son père à l'arène nationale. Papa Dien décortique ces combats. Un combat difficile à tous les niveaux, puisque ce sont deux lutteurs qui ont des qualités extraordinaires de part et d'autre. On sait que Boignan est un grand bagarreur, un grand lutteur, mais Reug, comme je dis, c'est l'un des meilleurs lutteurs de sa génération sur le plan de la lutte simple. Mais comme on dit, un combat de lutte, c'est la lutte avec la frappe. La frappe aussi a son importance. Et en général, tous les lutteurs issus de la lutte libre ont eu des problèmes face à des lutteurs bagarreurs tels Boignan. Mais comme je dis, Reug aussi a fait des progrès immenses puisqu'il a fait des sports en dehors de la lutte qui peuvent lui permettre d'avoir des prétentions légitimes face à un garçon aussi qui techniquement est très bon. Donc c'est un combat très difficile à pronostiquer. On ne peut pas savoir celui qui aura gagné ce combat, mais en tout cas celui qui l'aura gagné aura fait des efforts surestimés, aura fait aussi de l'intelligence créatrice, aura fait preuve d'intelligence extraordinaire pour arriver à ses fins. Donc c'est un combat très très difficile, c'est un combat dans lequel on peut voir l'un des combats les meilleurs de la saison. Et je pense que les deux garçons sont conscients de ça et qu'ils vont nous livrer une prestation de grande qualité. Voilà Barthélémy, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup Maladian Junior. RFM, la presse du jour. La presse du jour, lecture commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Centenaire d'Abdoulaye Wade, Diomaye Faye sanctifie l'ancien président. Compromis, le président de la République a rendu ses hommages au pape du Sopi, Maître Abdoulaye Wade, qui vient de fêter ses 100 ans sur terre. À l'occasion, le président de la République a sanctifié l'homme, discours d'anthologie qui a marqué hier les esprits selon Point Actu. Très à l'aise, le président Diomaye Faye a rappelé le parcours de l'homme revisité et refait sa saga pour y voir un livre ouvert inspirant. Touché Wade, dit-il, nous parle la patience, le respect de l'adversaire, la primauté de la République, l'intérêt de la nation. Pour le président Diomaye Faye, rien de durable ne naît dans la précipitation. La démocratie n'est pas un butin qu'on arrache. Ce qu'Abdoulaye Wade nous apprend, c'est qu'on peut être des adversaires sans passer à l'ennemi. Homme de combat, jamais de rancune, un homme de pouvoir, jamais prisonnier du pouvoir. Aucune querelle vive soit-elle ne mérite que l'on déchire le Sénégal. L'adversaire d'un jour n'est pas un ennemi, il peut même devenir demain le partenaire. Quels que soient nos désaccords, nos contradictions, eh bien, nous sommes des frères. Là, c'est par le discours magistral du chef de l'État. L'observateur a soumis ce discours à la loupe d'analyse politique. Pour eux, le président Diomaye a pris date, il est habité désormais par la fonction. Il est en train de prendre progressivement l'étoffe de l'homme d'État, de père de la nation. Diomaye, le discours qui fait vibrer une présidence en affirmation. Le journal a fait décrypter le message codé. Diomaye à Sonko, pour les experts, le discours mémorable d'hier a fait vibrer la salle durant son speech. Il a fait la leçon aussi à son ex-camarade Ousmane Sonko, qualifié d'homme pressé, n'intéressé que par ses intérêts personnels. Le président Diomaye Faye chante donc Abdoulaye Wade, charme les libéraux. On trouve aussi le journal Les Échos. Les libéraux, très nombreux hier dans la salle, ont applaudi à tout rompre. Diomaye fait sien l'héritage du pape du Sopi et reçoit l'onction du PDS Bichron. Du coup, Direct News, Wade 100 ans et sans ride. L'observateur note que c'est normal que la République déroule le tapis rouge au père de la démocratie sénégalaise. Wade, un destin pour le Sénégal. Le quotidien rapporte que c'est toute la nation qui lui enlève le chapeau. Le président Sall salue un esprit brillant, libre, audacieux. Amadou Ba dit que Wade rappelle qu'une grande trajectoire politique se construit dans la durée. Les passations de service après la formation du nouveau gouvernement, Hadi Gaye a rendu hier le tablier avant de partir. Elle déroule sa petite querelle contre les acteurs et celle qu'elle qualifie de lobby. Discours populiste, la rengaine aussi contre la presse sénégalaise. Le docteur Abdourahmane Diouf lui aussi a fait sa passation de service. Il confie que son cabinet est resté 9 mois sans salaire. Sabotage ou coup bas. L'ex-ministre de l'Environnement n'a pas voulu aller plus loin. En première page des journaux aussi, la passation de service de Makhtar
Sissé, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, au service de la loi, de l'État et du citoyen Makhtar Sissé fixe les règles selon Vox Populi. Maître Bamba Sissé quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir. Et puis la démission de Moussa Bala Fofana qui quitte donc PASTEF, démission donc remarquée. Il a choisi de travailler aux côtés de Diomaye selon la publication. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue, débat sur le football sénégalais, fin de la saison, bilan et perspectives. Nos deux intervenants, Mbaye Sen en ligne avec nous. Monsieur Sen, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif, directeur de Desports. Notre deuxième intervenant, Seydou Sané, bonjour. Bonjour. Vous êtes Merci Sané. Vous êtes le président du Casa Sport, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et président de la commission formation des cadres du développement du foot local. D'ailleurs, je reste avec vous, Seydou Sané. C'est la fin de la saison de foot au Sénégal, pratiquement, le bilan et les perspectives. Mais d'abord, pour la journée, quel bilan faites-vous de la saison de foot de cette année? Pour ce qui s'est passé hier, on a vu que c'était le suspense jusqu'à la dernière journée. Tout s'est joué hier. Oui, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier pour votre engagement, surtout concernant le sport de manière générale, mais surtout pour le football que vous suivez pleinement. Parce que je vois que même si au-delà du football local, quand le Sénégal joue, vous faites tout pour faire un reportage et permettre aux nombreux Sénégalais de suivre l'activité sportive. Bravo à vous. Merci beaucoup. Et pour hier, il faut le dire, ça a été retentissant. Vous savez, c'est rare de voir dans un championnat. Jusqu'à la dernière journée, on ne sait pas qui doit aller en deuxième division ou qui doit prendre le championnat. Cela montre quoi? Cela montre que le championnat-là, il est équilibré. Toutes les équipes se valent. Parce que la dernière équipe peut gagner la première peut perdre devant la deuxième, ainsi de suite. Si on arrive à ce stade, jusqu'à la dernière journée, pour consacrer le sacre à une équipe, c'est que ça signifie que le championnat a été rude. Et que ceux qui ont gagné ont mérité. Et les autres n'ont pas mérité. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui vont descendre et d'autres vont prendre le championnat. Et c'est ce qui est arrivé. C'est dommage pour la Sonacos, c'est dommage pour Cambérène, mais c'est normal, c'est le foot. Ils vont revenir, j'en suis sûr, pour être encore dans le firmament du football sénégalais. Du football pour dire que c'est difficile de faire un bilan exhaustif. Et ce qu'on peut constater hier, d'ailleurs, ça a été un moment très, 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 très important de la vie du football du Sénégal. Partout dans les stades, il y a eu du monde. Vous constaterez que même que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Dakar, que ce soit à Saint-Louis, il y a eu du monde. Les gens sont collés à leur réseau. C'est ça qui fait la beauté de ce championnat. Le foot local devient de plus en plus attractif. Très attractif parce que vous constatez avec moi que regardez ce qui s'est passé à Saint-Louis. Regardez ce qui s'est passé quand Essama est allé en première division à Ziguinchor, où tout le monde a envahi le stade en fin de rencontre. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes très heureux parce que le football aujourd'hui est le catalyseur social qui permet d'équilibrer le social, qui permet aussi d'équilibrer les uns et les autres, et qui permet de stabiliser encore davantage ce que nous sommes en train de faire dans ce pays. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Seydou Sané. Mbaye Sen, journaliste sportif, directeur de Desports, vous avez suivi également le championnat. Monsieur Sané l'a évoqué tout à l'heure. Tout s'est joué lors de la dernière journée. Quelle lecture faites-vous du niveau de jeu, surtout avec le constat qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts cette saison? Permettez-moi dans un premier temps de saluer mon grand frère et ami Seydou Sané, le grand président du Casa Sport. Après, je vais juste répondre sur ses propos concernant le championnat local qui a été très 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 serré du début jusqu'à la fin. On a noté en première partie de saison, c'était Gorée qui était leader de ce championnat. Cette même équipe de Gorée qui s'est classée 3e. Même nombre de points que Génération Foot. Même nombre de buts, 48 points, plus 15 goal average, mais lors des confrontations directes, c'est Gorée qui a pris le dessus sur GF, ce qui lui a permis d'être 3e du championnat. Et c'est le même constat au niveau de la première place.
car Teungueth FC a 54 points goal average plus 15. AGEL aussi a 54 points goal average plus 8. 15 nuls pour Teungueth FC, 2 défaites pour Teungueth FC, 13 victoires. AGEL 15 victoires, 9 nuls, 6 défaites. Ça veut dire que c'est un championnat qui est très serré. Et pour terminer, même au niveau de la relégation, la Linguère de Saint-Louis et Sonacos ont le même nombre de points, mais c'est la Linguère de Saint-Louis qui a un bon goal average, ce qui leur a permis de rester en Ligue 1 sénégalaise. Ça prouve encore une fois qu'on a un championnat qui commence à être très relevé. Les équipes sont en train de produire du beau jeu. Les équipes traditionnelles n'arrivent pas à coller, que ce soit le Casa Sport de notre ami et président Seydou Sané ou le Jaraaf de Dakar qui s'est classé 7e, le Casa Sport qui s'est classé 10e, autant pour moi le Casa Sport qui s'est classé 8e. Ça prouve que seul le travail paie et les équipes comme Teungueth FC, AGEL sont en train de faire un très bon travail, raison pour laquelle ils occupent les premières places de ce championnat. D'accord, un bon niveau de jeu avec des joueurs vraiment talentueux, mais le problème ou les problèmes financiers, il faut le dire, M. Sané, les problèmes financiers qui persistent et qui font qu'aujourd'hui on a du mal à retenir nos meilleurs joueurs. On a même l'impression que c'est un éternel recommencement au niveau des clubs sénégalais. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut une véritable politique de soutien financier pour ces clubs. Alors moi, j'avais en son temps pensé que l'État même devrait demander aux entreprises qui sont dans les différentes régions de contribuer, même si c'est 0,5% au développement du sport de manière générale, mais surtout le football. Parce qu'ailleurs, c'est ce qui se fait, il y a des sponsors qui soutiennent. Ici, ce sont les présidents qui cherchent les moyens et qui cherchent les stratégies pour développer le football dans leur localité. C'est pas facile, c'est pas aisé. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit hier, à la fin du match du Casa Sport, parce que c'est le lieu de féliciter Esama qui vient en Ligue 1. C'est la première fois dans l'histoire du foot, à Ziguinchor, que nous ayons 2 équipes de Ligue 1. Nous avons salué cette montée qui prouve davantage que le travail est en train d'être fait. Parce que moi, le travail du football en Casamance, je ne le note pas seulement au niveau du Casa Sport, mais je le prends de manière macro. Esama va en Ligue 1, au même moment, Olympique de Ziguinchor va en National 1. Donc, nous sommes aujourd'hui parmi les régions qui ont plus d'un club en Ligue 1. Nous avons Dakar, Thiès avec 3 clubs, Ziguinchor avec 2 clubs, et c'est fini. Le championnat du Sénégal est déséquilibré, 4 régions sur les 14 régions que compte le Sénégal. Alors, donc, j'ai demandé, j'ai dit, parce que j'ai vu des initiatives de Pikine, de Guédiawaye, Pikine où le maire donne 100 millions, je crois. Guédiawaye la même chose. Mais est-ce que, M. Sané, est-ce qu'il faut tout attendre des autorités? Pourquoi aujourd'hui les clubs ne peuvent pas développer des initiatives pour se faire de l'argent? Mais c'est vrai, on nous dira que nous sommes des sociétés, mais j'ai toujours dit, même au niveau de l'État, quand on parle d'appui à la presse c'est des entreprises privées. Mais on appuie parce que ce que vous faites entre dans le cadre du développement de notre pays et dans le cadre de la stabilité. Nous, c'est la même chose. Même nous sommes des entreprises privées, mais nous participons au sous-emploi dans ce pays. Vous imaginez des clubs qui payent 12 millions de salaires. Ces jeunes-là, s'ils n'étaient pas encadrés dans le football, où est-ce qu'ils allaient se retrouver? C'est ça. La même initiative qui pousse l'État à soutenir les entreprises de presse qui sont privées, on doit de la même manière soutenir les clubs-là. Parce que nous participons au développement économique, nous participons à la stabilité. Nonobstant que nous devrons développer d'autres stratégies. Mais quelle stratégie? D'accord. Nous allons, M. Sané, donner la parole à Mbaye Sène pour entendre un peu sa position par rapport à ces problèmes financiers. M. Sène? Vous savez, ça risque d'être très compliqué pour que les clubs puissent avoir une indépendance financière. Ils l'ont essayé ces 2 dernières années avec la vente des maillots, mais hélas, ça ne s'est pas soldé positif. Regarde, je vous donne un exemple. Un club comme Dakar Sacré-Cœur, l'année dernière, ils avaient réalisé une très bonne saison. Après, ils ont été pillés par les grands clubs, je dirais même le Jaraaf de Dakar, ou bien les autres clubs. Cette année-ci, ils ont frôlé avec la relégation, ils se sont classés 12e. Attention à Dakar Sacré-Cœur. Et ce qui est arrivé à Dakar Sacré-Cœur peut arriver à d'autres clubs, car ils n'ont pas les moyens de leur politique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce sont des sociétés, comme l'a si bien dit tout à l'heure le président du Casa Sport, M. Sané. Il faudrait qu'ils essayent de développer aussi des
des conditions qui vont les permettre des initiatives. Et de financer les clubs pour pouvoir suivre. Car une seule personne, un mécène qui sort de sa poche, ça risque d'être très très compliqué. Ils ne pourront pas assurer car la saison elle est très 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 longue. D'accord. Alors, M. Sané, pour les perspectives, on sait que TFC va en Ligue des Champions et UGB en Coupe CAF. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'État? Ah voilà, parce que vous vous rappelez bien que Madame le ministre avait dit en son temps que l'État ne pouvait pas soutenir davantage les clubs engagés en compétition, engagés dans les compétitions africaines. Je pense qu'il faut revoir cette position-là, parce que je ne pense pas que le Sénégal aujourd'hui, qui est la vitrine de l'Afrique, puisse ne pas être soutenu par son État. Dans tous les pays au monde, les États soutiennent les clubs. Il faut le faire pour permettre une belle représentation de nos clubs en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes le miroir en Afrique. Regardez ce que nos U17 viennent de faire au Maroc. Regardez ce que l'équipe nationale a fait au Maroc. Regardez ça. Sur tous les plateaux au niveau national, international, nous sommes une référence. Donc, il faut continuer cette politique-là pour permettre d'abord, de retenir les meilleurs joueurs, les meilleurs talents qui ont gagné ce championnat-là, ou qui ont gagné la Coupe du Sénégal, les maintenir. Deuxièmement, renforcer, parce qu'il faut, ça ne suffit pas, il faut renforcer par d'autres, même s'il faut aller prendre des joueurs un peu partout dans le monde. Ça se fait au Rwanda, ça se fait aujourd'hui en Tanzanie, ça se fait un peu partout en Égypte, ou Espérance de Tunis, où on a des clubs qui sont très forts, mais l'équipe nationale n'est pas forte. Parce qu'ils font tout, et la GIA l'a fait ici, où on a eu des Guinéens, de toutes les nationalités pour aller le plus loin possible dans une compétition internationale. Il faut le faire, mais il faudrait que nous accompagnions ces équipes-là. Parce qu'au-delà des équipes, c'est le Sénégal qui va encore montrer son visage en Afrique. Il ne faut pas que les Africains nous disent, vous avez des équipes nationales fortes, mais vos clubs sont faibles. Et ça, c'est la réponse qu'il faudrait refuser. Merci. Aujourd'hui, si Tenguej va jusqu'en demi-finale ou en finale de la Coupe Club, mais l'année prochaine, ils vont augmenter le nombre de représentants. Le deuxième pourrait aller. C'est le lieu aussi de remercier. Je voudrais féliciter Mbaye Sène pour ses contributions. Moi, je l'admire trop parce qu'il n'a pas froid aux yeux et le football d'aujourd'hui demande ça. D'accord. Des gens qui osent dire ce qui se passe. Merci. Pour permettre aux gens de se rectifier. Merci beaucoup, Seydou Sané. Mbaye Sène, en quelques minutes, par rapport à la participation de Tenguej en Ligue des Champions et UGB en Coupe CAF. On ne peut pas avoir des équipes nationales qui rayonnent. L'équipe A championne d'Afrique, les U17, les U15, et nos clubs n'arrivent même pas à passer le premier tour. C'est désolant. Donc, il faudrait voir là où se trouve le problème. Les présidents de clubs ne peuvent pas accompagner les clubs en Afrique. Il y a énormément de dépenses. Les clubs ne sont pas assez forts financièrement pour pouvoir supporter les dépenses qu'ils auront à faire lors des campagnes africaines. Ce que l'État devrait faire, accompagner. La fédération accompagner, la Ligue aussi accompagner. Maintenant, quelle est la stratégie qu'il faudrait mettre sur pied pour les permettre d'être performants en Coupe africaine? Énormément de réflexion. Pour moi, il est vraiment temps qu'on pose les débats, qu'on fasse les assises de ce football local. Je ne dis pas que ça n'arrive pas à décoller. Si on a de très bons résultats, on a des joueurs qui quittent les clubs respectifs, que ce soit le Casa Sport, Teungueth FC, Jaraaf de Dakar, entre autres, j'en passe, mais qu'on puisse vraiment trouver un modèle économique qui va vraiment permettre à ces clubs de pouvoir être très brillants lors des campagnes africaines. D'accord. Merci Mbaye Sène, journaliste sportif, directeur de Desports. Merci également à Seydou Sané, le président du Casa Sport, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, président de la commission formation des cadres et du développement du foot local. Merci à vous. Vous allez poursuivre tout à l'heure le débat dans le journal en Wolof qui vous sera présenté par Eladji Diogou. Ce sera à partir de 13h. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi. Devant ce micro, Barthélémy Ngom. Aliouba à la technique, merci à l'équipe digitale. Réalisation Eladji Diogou. Il sera là dans 10 minutes pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.